Le principe de l'antenne. On va voir l'idée derrière l'antenne. On va voir le lien entre les mathématiques, les équations, et notamment les équations de Maxwell et l'antenne. Alors, nous allons prendre un exemple de la vie courante. Supposons que tu veux faire une demande d'autorisation pour bâtir une maison, par exemple, ou bien une demande de démarrer une société, une demande d'importer des produits, toutes sortes de demandes. Alors, tu es allé à l'administration concernée et cette administration-là a dit, écoutez, moi, comme étant un responsable, j'ai pas de problème, je vais signer ça. Mais mon supérieur immédiat doit signer avant moi. Il doit donner son accord tout d'abord. Il se trouve que ce responsable, il est au niveau 16, c'est-à-dire il y a un responsable 15, 14 jusqu'à responsable 1. Alors, tu veux une autorisation pour bâtir une maison. Le premier, pour toi, c'est le numéro 16, a dit OK, mais je dois présenter la chose au responsable qui est mon supérieur immédiat, il doit approuver ça tout d'abord. Le responsable numéro 15 a dit moi aussi j'ai pas de problème, mais mon supérieur immédiat doit l'approuver tout d'abord. Le numéro 14 a dit la même chose. Numéro 13 a dit la même chose. Numéro 12 a dit la même chose. Numéro 11, il a dit la même chose. Le responsable qui, au niveau 10, a dit la même chose. Au bout de la ligne, est-ce que cette autorisation aura lieu, oui ou non? Si on continue comme ça jusqu'à l'infini, il n'y aura jamais une autorisation et la maison ne verrait jamais le jour. Elle ne sera pas bâtie. Numéro 9 a dit la même chose. Numéro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le numéro 1, il n'a pas de supérieur. Lui, c'est le numéro 1. Alors, si le numéro 1 dit oui, bien sûr, le 2 va dire oui. Il l'a promis déjà. Le 3, la même chose, jusqu'au numéro 16. Et dans ce cas, tu auras ta permission pour bâtir ta maison. Alors, s'il n'y a pas un supérieur, numéro 1, qui n'a pas de supérieur, il n'y aura jamais une maison. Il n'y aura jamais une autorisation pour bâtir une maison. Alors, en d'autres termes, lorsque la succession des causes est infinie, l'événement n'aura jamais lieu. C'est-à-dire qu'il y a une cause numéro 1 qui n'a pas de cause. Chaque effet a une cause. Mais si on va aller jusqu'à l'infini, il n'y aura jamais un événement. Ce responsable numéro 1, appelle-le ce que tu veux. Au bout de la ligne, c'est lui qui a autorisé l'événement d'avoir lieu. Si le nombre de superviseurs est infini, l'événement n'aura jamais lieu. Il y a une cause qui n'a pas de cause. Et cette cause, elle crée des effets et elle n'a pas besoin d'une cause pour elle. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas une première cause. Les phénomènes naturels qui sont basés sur une séquence, il y en a plein. Par exemple, le domino, propagation d'ondes. Alors, les pièces de domino, lorsqu'on les place d'une façon intelligente, de sorte qu'une pièce tombe sur la prochaine, il y aura une vague, une succession d'événements. Mais il faut une première cause qui n'a pas besoin d'une pièce de domino qu'il fait tomber. La première pièce du domino, elle tombe. Et la deuxième pièce du domino tombe. Mais la pièce numéro 2 du domino est tombée parce que la pièce numéro 1 qui est ici, là, est tombée dessus. Donc, sa cause, c'est la numéro 1. La pièce numéro 19 est tombée parce que la pièce numéro 18 est tombée dessus, etc. Pour la pièce numéro 1, la situation est différente. Ça, c'est la pièce numéro 1. Il y a un doigt qui a poussé la pièce numéro 1. Ce doigt-là, c'est la cause numéro 1. Elle n'a pas besoin de cause. Il n'y a pas une pièce qui est tombée sur ce doigt. Ça, c'est une première conclusion, une première observation. La deuxième observation, c'est que ce doigt-là est externe au système. Ce n'est pas une pièce de domino. Ce n'est pas de la même nature. C'est en dehors du système. L'onde électromagnétique, c'est la même chose. C'est un événement séquentiel et cet événement-là, c'est comme les pièces du domino. Il y a une pièce qui cause le fait que la deuxième tombe, qui cause la chute de la deuxième. Alors, selon les équations de Maxwell, la première équation est celle-ci. Alors,
La première équation, c'est que le rotationnel, la chose qu'on voit à droite, le rotationnel de E, du champ électrique, donne naissance à un champ magnétique variable. On voit dans l'animation ici que le champ E, le vecteur qui est vert, il est tournant. Qu'est-ce que ça veut dire tournant? C'est-à-dire qu'il tourne, mais localement. Le champ n'a pas besoin de faire tout un tour pour être tournant, parce que l'opérateur rotationnel, l'opérateur gradient et la divergence, ce sont des opérateurs locaux. Et donc, même si le champ E change de direction, après avoir fait un arc de cercle, alors il a un rotationnel qui est positif ou bien négatif selon la direction du champ B, champ magnétique qui a été créé. Alors dans l'animation, on voit seulement un anneau. Par contre, on peut avoir plusieurs anneaux qu'on appelle une bobine. Et dans le cas de la bobine, le champ magnétique créé est plus intense parce qu'on a beaucoup d'anneaux, beaucoup de boucles qui participent à la formation du champ magnétique qui va traverser, qui va être sur l'axe de cette bobine-là. Et donc, lorsque le champ, qui est un vecteur parce qu'il y a une direction là, lorsque le champ il a un caractère tournant, c'est-à-dire il va suivre les boucles de la bobine par exemple, alors dans ce cas-là, il va créer un champ magnétique variable. Le contraire est vrai. Si on a un champ magnétique variable sur l'axe de la bobine, il va alimenter cette bobine avec un champ électrique tournant. La deuxième équation de Maxwell, c'est que le rotationnel du champ magnétique donne naissance à un champ électrique variable. Et le contraire est vrai. Lorsque le champ électrique varie, il va donner naissance à un champ magnétique tournant, qui a le caractère d'être tournant. Prenons le deuxième cas. Prenons le cas d'un champ électrique variable. Par exemple, on a une capacité, on a un condensateur, et le champ électrique du condensateur change de direction, donc il est variable. Pourquoi il change de direction? Parce que le courant est alternatif. On voit les électrons aller dans les deux sens. Lorsque ce cas se présente, alors un champ magnétique tournant va se créer et ce champ magnétique tournant, il tourne dans les deux sens. Dépendamment du champ électrique, est-ce qu'il pointe vers le haut ou bien il pointe vers le bas? La troisième équation de Maxwell dit qu'il y a un monopôle électrique. Il y a une charge et de cette charge-là sort un champ. Et ce champ-là est radial, il diverge. Si tu prends un proton, il a un champ radial. L'électron, il a aussi un champ radial, mais c'est un champ qui est rentrant, qui n'est pas sortant. Ici, on voit que le champ n'est pas divergent. Il est parallèle, ou bien presque parallèle. La divergence est égale à 0. C'est le cas, par exemple, du champ électrique entre les deux plaques d'un condensateur. À l'intérieur, ça pointe dans une direction, une plaque pointe vers l'autre, c'est ça le champ, et la divergence est 0. Ça ne diverge pas. Par contre, il y a des cas où ça diverge, ou bien ça converge. L'opposé de divergence, c'est convergence. Donc, lorsque ça diverge, c'est positif. C'est le cas ici. On a une charge, par exemple un proton, bien 5 protons, et ces charges-là, ils pointent vers l'extérieur. Le champ électrique, il est radial et il est centrifuge, il pointe vers l'extérieur. Donc, il a une divergence qui est positive. C'est le cas, par exemple, d'un ensemble de voitures dans un carrefour. Lorsqu'on siffle et tout le monde sort, ils vont diverger. Par contre, lorsque des voitures rentrent dans un carrefour, ça converge, donc la divergence est négative. Électriquement parlant, la divergence est négative lorsqu'il s'agit d'un électron ou bien d'un ensemble d'électrons. Il est clair, plus nous avons des charges, si on a 1000 électrons, alors le champ va converger très fort. Par contre, si on a 1000 ou bien 5000 protons, le champ électrique va diverger et va diverger d'une façon intense parce que la densité de charge est grande. Si vous faites attention à l'équation de Maxwell numéro 3, on ne parle pas de la divergence du champ électrique E. On parle plutôt de la divergence de epsilon que multiplie E le champ électrique. Epsilon que multiplie E, ça s'appelle le déplacement électrique.
Epsilon, c'est une constante, c'est une caractéristique du milieu. On l'appelle constante électrique, on l'appelle également la permittivité. Reprenons l'exemple des voitures qui sont dans le carrefour. Lorsqu'on siffle, ces voitures vont diverger, vont sortir du carrefour dans toutes les directions possibles. S'il y en a 5 sorties, ils vont sortir dans ces 5 sorties. Si on a seulement 3 voitures, c'est seulement 3 voitures qui vont diverger, bon, c'est pas grand-chose. Mais si tu as 150 voitures dans le carrefour, il y en a une divergence qui est intense. Donc 150 voitures qui vont sortir par les 5 directions. Maintenant, s'il pleut, alors la sortie des voitures n'est pas favorable parce qu'il y a de la boue. La boue, c'est une caractéristique du milieu. C'est quelque chose qui amortit la sortie des voitures du carrefour. Est-ce qu'ils vont diverger comme dans le sec? Alors, le déplacement des voitures, le déplacement électrique, il est un peu ralenti. C'est la raison pour laquelle on a la divergence de la caractéristique du milieu que multiplie le champ électrique et non pas la divergence du champ électrique directement. Par contre, il n'y a pas un monopole magnétique. Tu ne peux pas trouver nord tout court ou bien sud tout court. Toujours il y a nord-sud. Et donc, le magnétique n'a pas le caractère d'être divergent. Alors ici, on a un aimant, on a 2 pôles, le nord et le sud. Et la direction de champ, c'est la chose qu'on voit ici. C'est-à-dire, nous avons un champ qui n'est pas divergent, mais c'est un champ qui tourne. Si on prend des limailles de fer tout autour de cet aimant-là, ces limailles de fer vont s'aligner sous forme de courbe telle qu'on le voit ici. Le champ, c'est la direction de ces limailles et dans ce cas-là, c'est un champ tournant. À l'intérieur de l'aimant lui-même, il y en a un champ qui est rectiligne, puis à l'extérieur, il y a une demi-courbe, une demi-ellipse. Maintenant, si on coupe l'aimant en deux, on n'aura pas le nord tout court, le sud tout court, on aura encore un nord-sud, il n'y aura jamais un monopôle magnétique, on a toujours un bipôle, un nord et un sud. Donc, ça diverge jamais. On ne peut pas avoir un proton magnétique tel que pour le champ électrique et un électron magnétique, parce que le proton peut se trouver tout seul, l'électron peut se trouver tout seul, mais le nord pour un aimant ne peut jamais se trouver tout seul. Donc il n'y a pas la notion monopôle. Le fait qu'il y a un dipôle magnétique, ça fait que ça diverge jamais et ça converge jamais, ça tourne. Donc la divergence est zéro. Alors, et je trouve que si tu peux faire de sorte que le champ électrique soit tournant, il va donner naissance à un champ magnétique variable. Si ce champ magnétique variable est également tournant, il va donner naissance à un champ électrique variable. Si lui-même est également tournant, il va donner naissance à un champ magnétique variable. C'est-à-dire, si le champ électrique tourne comme ça, comme la boucle d'une chaîne, il va créer un champ magnétique là-dessus. Et si ce champ magnétique aussi, il est tournant, il va créer un champ électrique. Magnétique donne électrique. C'est comme les boucles d'une chaîne et ça se propage comme ça. Tout ça va bien. Le problème, le premier champ E là, tout à fait à votre gauche là, ce premier champ là, qui est tournant là, qui l'a créé, il faut l'intervention d'un facteur externe, comme la pièce du domino, il faut quelqu'un qui la pousse la première pièce. Notre première pièce du domino, c'est le champ E. Comment démarrer? Alors, il faut un joueur externe, il faut un facteur externe. Est-ce que ce facteur existe? Certainement, parce que nous écoutons la radio, nous voyons la télé, on regarde la télé. Et donc, le phénomène existe, le produit, il est là. Si le produit est là, certainement, il y a une première cause. Heureusement que la deuxième loi n'était pas complète. Maintenant, elle est complète. Il y a un facteur J, c'est un courant surfacique. Et ce courant-là, s'il existe, il va créer, on voit à votre gauche de l'équation 2, un champ magnétique tournant. Donc, au lieu du champ E que vous voyez ici à droite, là, il y en a un J qui va créer le champ H tournant. Mais une fois créé le H, il n'a plus besoin de J. Il va créer le E et ça va se poursuivre
Remarquez que le facteur J, c'est un courant. Il n'est pas de la même nature des champs électriques et magnétiques. Il est externe au système. Il n'est pas dans l'air. Il n'est pas dans le système. Il n'est pas dans l'univers. Il est où? Il est dans l'antenne. Les choses se passent de cette façon-là. La phase 1 donne naissance à la phase 2, à la phase 3, à la phase 4, et c'est comme ça que ça se propage. Mais ça se propage jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu mettes une antenne réceptrice qui va collecter ce champ-là. Comment elle va le collecter? Toujours à travers l'équation 2. Il y aura un champ magnétique tournant qui tourne autour de la barre de l'antenne, et lui, il va créer un courant électrique J. Ce courant électrique J-là va être connecté à la télé, et c'est comme ça qu'on peut regarder la télé. Alors, une antenne, sa forme très simple, c'est qu'on a une petite batterie, on a une source électrique, là, et puis on a deux barres. Ça donne un champ E qui, comme ça, n'est pas tournant, hein. Mais on peut faire de sorte que le champ tourne un peu, il n'y a pas de problème. On va écarter ces bornes-là. On peut écarter davantage et ça donne quelque chose comme ça. Donc, on commence à voir le caractère tournant du champ électrique. C'est le principe d'une antenne. J'ai pris un dipôle, si vous voulez. C'est la forme la plus simple pour une antenne. Est-ce que le champ est une force? Non, pas du tout. Parce que la force s'applique sur quelque chose. Si moi, je pousse la force de pousser, en fait, je dois pousser quelque chose pour parler de la force de pousser. Le poids est une force. Et il faut un objet pour qu'il y ait un poids. Par contre, le champ, c'est l'aptitude de faire quelque chose, de faire une action. Le champ de gravitation, ce n'est pas d'attirer les choses. Parce que pour attirer les choses, il faut que les choses existent. Il faut qu'il y ait un objet dans l'espace pour l'attirer. Mais on peut avoir un champ sans qu'il y ait un objet dans l'espace. Alors, s'il n'y a pas le satellite, la Terre n'attire rien. Elle a un champ de gravitation qui est l'aptitude d'attirer n'importe quelle chose dans l'espace. Et lorsque cette chose apparaît, c'est là que la force se crée et l'action se fait. Maintenant, ce champ de gravitation qui est autour de la Terre, est-ce qu'il existe spontanément avec la Terre? Dès que la Terre se crée, dès que la Terre apparaît, le champ, au bout de quelques millions de kilomètres, apparaît également? Pas du tout. Est-ce que la Lune sera attirée? Non, elle ne sera pas attirée d'une façon spontanée. Il faut qu'il y ait suffisamment du temps pour que le champ arrive à la Lune, c'est-à-dire après 400 000 km, pour que la Terre puisse attirer la Lune. Donc le champ se propage avec une vitesse. Ce champ-là a été causé par la Terre. Et donc, il se propage comment, ce champ-là? C'est avec la vitesse de causalité, ce qu'on appelle la vitesse de la lumière. Mais la lettre C, c'est pour causalité, parce que c'est un effet qui a été causé par une source. Et la vitesse de causalité, c'est-à-dire la vitesse entre la cause et l'effet, c'est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse C, c'est la vitesse de causalité. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire la Terre apparaît soudainement, brusquement comme ça là? C'est pas faisable. Ou bien ça a un lien avec la formation de l'univers. Bon, c'est un peu peut-être difficile d'imaginer, mais prenons le cas d'une antenne. Regardez l'antenne qui est ici. Là. Cette antenne, elle va créer un champ électrique. Et le champ électrique là va créer un champ magnétique, etc. Alors, le champ électrique qui a été créé par l'antenne, est-ce qu'il se trouve partout dans l'espace comme ça, instantanément? Pas du tout. Il a besoin de temps pour arriver. Mais lorsqu'on dit le champ électrique, il existe dans l'espace, ça ne veut pas dire qu'il y a un courant dans l'espace. Parce que pour avoir un courant, il faut qu'il y ait des électrons pour qu'ils bougent. Et dans l'espace, il n'y a pas d'électrons. Mais il y a une aptitude d'attirer des électrons. On appelle ça le champ électrique. Alors, le champ électrique d'une antenne se propage avec quoi? Avec la vitesse de causalité. Parce que, comment ça se passe? En effet, le champ électrique, il cause un champ magnétique. Le champ magnétique cause un champ électrique. Électrique cause magnétique. Magnétique cause électrique. Donc, il y a une relation cause et effet. Et la relation entre cause et effet se fait avec la vitesse C, la vitesse de causalité. Ceci d'après Einstein. Alors là, on comprend pourquoi l'onde électromagnétique se propage avec la vitesse C, la vitesse de causalité. Parce qu'au bout de la ligne, elle est le résultat
d'une cause et d'un effet qui se produit avec les vitesses de causalité. Maintenant, c'est quoi la formule de la vitesse de propagation? On a dit dans l'équation numéro 3 que la divergence du déplacement électrique est égale à la densité de charge. Et le déplacement électrique, c'est la constante d'électrique qu'on appelle permittivité que multiplie le champ E. Alors, les deux champs E et B, c'est-à-dire électrique et magnétique, l'un crée l'autre. Puisque l'un crée l'autre dans l'espace, ça veut dire que la vitesse de l'un est égale à la vitesse de l'autre, puisqu'ils sont alternés et chacun crée l'autre. Alors, certainement, la formule de la vitesse de propagation, parce que la vitesse de propagation n'est autre que l'alternation entre E et B, ou bien E et H si vous voulez, alors la vitesse doit être fonction de la constante d'électrique et de la constante magnétique qu'on appelle perméabilité. Et donc, la vitesse de propagation, elle dépend de deux paramètres. Un paramètre qui influence le côté électrique et un paramètre qui influence le côté magnétique, epsilon et mu. Et plus exactement, la vitesse de propagation est égale à 1 sur racine carrée de mu fois epsilon. Dans le cas du vide, ça donne la vitesse c qui est la vitesse de la lumière. Dans le vide, c'est 1 sur racine carrée de mu 0 que multiplie epsilon 0.